Média 25. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك موطني الشباب لن يكل همه أن تستقل أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا لا نريد بل نعيد مجدنا التليد موطني الحسام واليراع للكلام والنزاع رمزنا مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف يا هناك في علاك قاهرا عيدك موطني Bonsoir, merci. Nous sommes de l'association France-Palestine Solidarité de Besançon. Je suis syrienne, elle est libanaise. Les guerres coloniales et impérialistes, on connaît ça depuis des décennies. On le connaît dans notre chair. Dans nos pays, depuis des dizaines d'années, Israël ne cesse pas de violer les droits humains, ne cesse pas de bombarder, de grignoter des terres. Nous avons toutes les deux failli perdre des gens de notre famille à cause de ça. Nous sommes forcément anti-impérialistes et anticoloniales. Et nous sommes solidaires de tous nos cœurs. Nous militons chaque jour pour la cause palestinienne, contre l'épuration ethnique, contre l'apartheid, contre la colonisation et récemment contre le génocide qui se déroule à Gaza. Peut-être il y a eu un cessez-le-feu qui n'a pas été respecté, mais on sait très bien que tous les jours,
les Palestiniens souffrent et ils sont... c'est pas la paix, c'est pas la paix. Ils appellent ça un plan de paix, on sait très bien que c'est pas vrai. Donc voilà, on vous a interprété l'hymne national palestinien, vu que la France maintenant reconnaît un État qui s'appelle l'État de Palestine. Et on va enchaîner avec un chant révolutionnaire qui s'appelle Unadikum. C'est un chant libanais, écrit par un poète libanais. Et ça, c'est devenu le chant révolutionnaire de tout le monde arabe, surtout par les Palestiniens. Donc les paroles disent « Je vous appelle », donc Unadikum, je vous appelle. Ashuddu ala aydikum, je serre vos mains entre les miennes. Abousul arda min tahti ni'alikum, j'embrasse le sol sous vos pieds. Wa aqulu afdikum, et je me sacrifierai pour vous. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أنا ما هنت في وطني وما صغرت أكتافي أنا ما هنت في وطني وما صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصمت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم 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 أناديكم. Merci, bonne soirée. Merci à toutes les deux, c'était très touchant. On va vous proposer maintenant un film, une courte vidéo de la FPS, parce que justement le but de cette soirée c'était aussi de parler de ce qu'on peut faire pour aider le peuple palestinien, et donc l'association France-Palestine et Solidarité nous propose un court film de 3 minutes. Voilà, merci. Bonjour, je suis militante de l'association France-Palestine Solidarité, la FPS. Mon engagement pour la solidarité avec le peuple palestinien date de quelques années. Pas besoin d'avoir fait une thèse en palestinologie pour s'engager à défendre les droits du peuple palestinien. Sans être spécialiste de la question, chacun peut facilement se positionner, tout simplement du point de vue éthique. Depuis des décennies, il y a un peuple qui tente de survivre sous occupation, qui est victime d'une oppression systématique de la part d'un État répressif, qui a mis en place un régime d'apartheid et colonial. Il y a bien un peuple opprimé
et un État et un régime oppresseur. Si j'ai décidé de me mobiliser, c'est pour défendre les droits élémentaires du peuple palestinien, à commencer par le droit naturel à l'autodétermination de ce peuple. Si à l'association France-Palestine Solidarité, nous nous mobilisons partout en France, c'est simplement pour faire valoir le droit et la justice, sur la base de valeurs universelles, pour que chacun ait le droit de vivre sur cette terre avec les mêmes droits. Nous sommes une association fondamentalement antiraciste et nous combattons toutes les formes de racisme, celle du régime d'apartheid israélien bien sûr, mais aussi le racisme qui peut sévir chez nous, quel qu'il soit. Bonjour, ça fait quelques mois que j'ai rejoint l'association France-Palestine Solidarité car je ne pouvais plus supporter la violence et l'injustice que subissent les populations palestiniennes de Gaza et de Cisjordanie. Avec ses armes ultra puissantes et sophistiquées, l'armée israélienne décime des milliers d'innocents et rase Gaza. La population est affamée, déplacée, des femmes et des enfants sont tués, blessés, mutilés et chaque jour des enfants deviennent orphelins. On assiste à un déchaînement de violence en toute impunité, sans réaction crédible de la communauté internationale. L'association France-Palestine Solidarité, nous nous mobilisons tout au long de l'année pour faire valoir les droits du peuple palestinien, par un soutien politique, mais aussi par de l'aide concrète ou encore en faisant connaître la culture palestinienne. Nous agissons ainsi de diverses manières, bien entendu en organisant des mobilisations, comme des manifs et des rassemblements en soutien aux Palestiniens, avec évidemment une partie politique, mais aussi en faisant connaître la culture palestinienne par des chants et des danses ou des happenings. Nous agissons aussi au sein de la campagne BDS, boycott des produits israéliens, notamment des colonies, des investissements des entreprises qui ont des liens économiques avec le système colonial, d'occupation et d'apartheid israélien. Enfin, sanctions contre l'État d'Israël tant qu'il n'appliquera pas le droit international et ne respectera pas les droits humains. Nous menons ainsi des actions BDS, par exemple, contre la société Carrefour qui est complice et est bénéficiaire de la colonisation israélienne, qui livre également des colis aux soldats israéliens qui massacrent à Gaza. L'État israélien cherche aussi à blanchir ses crimes en instrumentalisant l'art, la culture et le sport. C'est pourquoi nous intervenons sur le Tour de France pour dénoncer cette instrumentalisation par l'équipe Israël Premier Tech qui ne se cache pas de faire de la propagande pour un État qui est accusé devant la Cour internationale de justice de potentiels crimes de génocide. De la même manière, nous dénonçons la présence d'Israël au JO de Paris alors qu'il devrait être sanctionné en étant exclu pour ses crimes au même titre que la Russie. Pour ce qui est de l'aide concrète, non seulement nous soutenons les Palestiniens sous occupation en vendant sur notre stand leurs produits pour qu'ils puissent rester et vivre sur leur terre, comme de l'huile d'olive et des dattes, mais nous avons également amené la ville de Besançon à développer un jumelage avec le camp de réfugiés palestiniens d'Aqaba Jabal, avec des projets de coopération importants, notamment sur l'eau. Tahia Palestine hurra et liberté pour la Palestine. Bien, bonsoir à tous. Alors, après la vidéo, il n'y a pas besoin que je développe énormément et on ne va pas faire non plus un cours de géopolitique sur la Palestine. Simplement préciser 2-3 petites choses. Donc, l'association France-Palestine Solidarité, c'est la principale organisation en France du mouvement de solidarité avec le peuple palestinien. Nous, on est le groupe local qui couvre le Doubs, le Jura, la Haute-Saône. Et nous animons la coordination Palestine de Franche-Comté qui regroupe divers partis politiques, syndicats et associations en Franche-Comté. Alors, on tient à remercier LFI et Séverine particulièrement de nous donner la parole ce soir et à saluer l'engagement courageux des 2 députés qui ont pris part à la flottille pour Gaza. Alors, vous avez vu la semaine dernière que les médias nationaux et locaux ont fait état d'une personne qui n'aurait jamais dû prendre part à la flottille pour Gaza. Donc ça nous engage, ça engage nos organisations à être plus vigilantes dans leur partenariat. Mais en tout cas, ça ne remet aucunement
en cause le soutien que nous apportons à la flottille pour Gaza. L'AFPS. L'AFPS est, comment dire, à l'origine de la création des flottilles pour Gaza dès 2010 avec d'autres organisations. Et depuis 2010, nous militons en soutien à la flottille pour la liberté et pour Gaza. Donc nous réaffirmons notre soutien. Alors, très rapidement, je vais vous signaler quelques initiatives qui vont se dérouler dans les temps prochains. D'une part, l'association France-Palestine Solidarité Nationale a sollicité les organisations politiques, syndicales et associatives pour un projet de mobilisation nationale à Paris qui se tiendra fin novembre ou début décembre. Ça reste encore à déterminer. D'ores et déjà, la coordination Palestine de Franche-Comté organise des bus pour partir à Paris. Vous aurez des nouvelles prochainement de cette action. Et nous espérons vivement que LFI Besançon soutiendra l'initiative de la coordination Palestine de Franche-Comté et se joindra à nous. D'autre part, on a déjà eu l'occasion de le dire, mais depuis environ 2012, à chaque campagne pour les élections municipales, nous demandons, nous revendiquons que soit gelé le jumelage avec les institutions de la ville israélienne de Hadera. Qui sont des institutions d'un régime d'apartheid et un régime génocidaire. Donc après, on détaillera un petit peu les questions relatives à la société civile. D'autre part, vous avez vu que nous avons lancé une campagne et maintenant cette campagne à l'échelle de Besançon avec plusieurs organisations politiques, syndicales, associatives, mais cette campagne s'étend. Donc c'est la campagne 1000 drapeaux palestiniens à nos fenêtres. Elle s'étend avec la coordination Palestine de Franche-Comté à l'échelle de la Franche-Comté. Alors maintenant, c'est plus juste d'en parler. Il faut vraiment, vous avez des drapeaux palestiniens à notre stand, il faut vraiment que les uns et les autres, on manifeste une solidarité populaire et qu'on la montre, qu'on accroche à nos fenêtres, à nos balcons, des drapeaux palestiniens, puisqu'il y a une volonté, notamment à Besançon, d'invisibiliser la solidarité avec le peuple palestinien. On l'a vu avec l'affaire des drapeaux à la mairie. Donc vous pouvez trouver au stand de l'AFPS des pétitions, des tracts, et nous vous invitons à venir signer ces pétitions, prendre les tracts, des produits palestiniens pour soutenir le peuple palestinien, et également des drapeaux si vous voulez bien participer à cette campagne 1000 drapeaux palestiniens à nos fenêtres. Merci. Bonsoir. Alors merci à LFI de nous donner la parole. Donc je vais vous présenter une autre association de Besançon qui s'appelle Palestine Amitié. Donc depuis plus de 70 ans, les Palestiniens vivent une situation des plus difficiles. Comme chacun de nous, ils désirent simplement vivre en toute liberté sur la terre de leurs ancêtres. Ils ont besoin de soutien. Avec l'aide de partenaires multiples, avec nos moyens modestes, mais avec conviction, Palestine Amitié Besançon apporte son soutien. Donc, l'association a été créée en 2010 et compte à ce jour plus de 180 adhérents et 400 sympathisants. Elle a pour but de faire connaître le problème palestinien, d'aider et de soutenir le développement économique et culturel en Palestine et de développer des liens d'amitié et d'échange. Donc, en ce qui concerne nos actions, donc nous apportons déjà de l'information au maximum. C'est ce qu'attendent vraiment les Palestiniens. Notamment l'organisation de conférences débats, comme par exemple des soignants revenant de Gaza, qui, avec l'association Palmed, ou Alain Grech, qui est un spécialiste du Moyen-Orient. Et donc j'en profite pour vous annoncer prochainement donc la venue de Ronnie Broman,
qui est donc ex-président de Médecins sans frontières, qui viendra à Besançon le vendredi 7 novembre à 20h à la salle Jean Zé. Et également Mounir Satori, député européen Europe Écologie Les Verts, défenseur de la cause palestinienne au Parlement européen. Donc, il viendra le 27 novembre à la salle Jean Zé. Donc, on a renoté ces informations sur notre stand, dans le cas où vous n'ayez pas mémorisé les dates. Nous organisons également des projections débats, comme par exemple un médecin pour la paix. Et le jeudi 20 novembre, à 20h, au Foyer des Oiseaux, dans le cadre du du Festival des Solidarités. Donc, nous allons projeter Once Upon a Time in Gaza. Il était une fois à Gaza. Nous organisons également des moments de formation ou d'information auprès des groupes qui nous sollicitent. Ça peut être également après des projections de films, comme prochainement, nous allons aller à Charmoy et à Morteau. On essaie aussi d'élargir. Nous organisons chaque année un tandem solidaire, qui est un partenariat donc, entre l'association et un établissement scolaire. Nous diffusons 2 bulletins d'information par an. Nous avons un blog également, palestineamitié.canalblog.com. Donc vous pouvez trouver toutes les informations sur l'actualité, sur les activités de Palestine Amitié. Et nous essayons d'informer au maximum les élus. Nous participons également à la campagne BDS, boycott des investissements sanctions, notamment par des permanences devant les magasins Carrefour qui sont appliqués dans les colonies. Dans nos actions, nous avons également des actions de soutien économique, par exemple des milliers d'oliviers pour la paix, en partenariat avec le réseau pour une paix juste au Proche-Orient de Dole. Donc, suite à l'arrachage des oliviers par les colons en Cisjordanie, de nouveaux oliviers sont financés et replantés grâce au parrainage individuel, mais également aux subventions des collectivités locales. En l'occurrence la ville de Besançon et le conseil régional. C'est ainsi que 57 000 oliviers ont été replantés en 13 ans. Nous finançons également du compost pour développer l'agriculture biologique, des tanks à eau et la construction de réservoirs. Nous vendons des produits tels que l'huile, le za'atar, le savon, les dattes, la céramique, etc. Donc lors de nos événements et du marché solidaire de Noël à chaque année. Et enfin, un autre axe, c'est le développement de liens d'amitié, de rencontres avec des Palestiniens. Donc on accueille des témoins palestiniens ou palestiniennes. Je vais vous parler plus particulièrement de Fayez Taneb, qui est un agriculteur qu'on va rencontrer régulièrement lorsqu'on organise des voyages solidaires et qui est vraiment le symbole de ce qui se passe aujourd'hui en Cisjordanie. C'est un maraîcher bio de la région de Tulkarem, donc en Cisjordanie. Et c'est l'un des initiateurs de la reconquête des terres par les plantations d'oliviers. Donc c'est avec lui qu'on est en lien par rapport au parrainage. Sa ferme expérimentale est située à proximité du mur, dont la construction a amputé la superficie de moitié. En 2023, celle-ci a été partiellement détruite, elle a été brûlée, les serres ont été incendiées par les forces occupantes israéliennes et risque à tout moment la destruction totale, puisque Fayez et son épouse Mounia ont reçu au mois d'août un ordre de destruction. Donc ils s'attendent à tout moment à une destruction totale de leur ferme. Donc ceci est vraiment un exemple de ce qui se passe en Cisjordanie. Et puis nous avons accueilli 2 poétesses de Gaza, le 19 septembre, Nour et Doha. Dans le cadre des liens d'amitié, nous organisons des voyages solidaires de 2010 à 2019. Donc tous les ans, il y a eu un voyage solidaire, qui malheureusement n'a pas eu lieu depuis à cause du Covid et puis des événements en Palestine. Et nous avons organisé également des treks sur le chemin d'Abraham.
Et bien sûr, depuis 2 ans surtout, on apporte un soutien particulier à Gaza. Donc depuis le 7 octobre 2023, nous participons aux manifestations tous les samedis. Nous collectons des fonds suite aux différents événements qui sont organisés pour faire connaître le drame en cours à Gaza. Voilà, je voudrais juste terminer par quelques mots concernant la situation actuelle et un petit peu ce que pense Palestine Amitié. Pour Palestine Amitié, le plan en 20 points porté par l'administration Trump, un acteur clé dans la perpétration du génocide, n'est pas un règlement de paix, mais le prolongement d'une politique coloniale. Le soi-disant Conseil de paix, formé de dignitaires étrangers, dépossède le peuple palestinien de son droit à l'autodétermination. La Cisjordanie occupée, où l'annexion progressive par Israël s'intensifie, est délibérément omise, consacrant ainsi la fragmentation du territoire palestinien occupé. Il n'y a pas vraiment de cessez-le-feu. Depuis le 10 octobre, au moins 87 Palestiniens ont été tués. Alors, assiste-t-on réellement à la fin du génocide à Gaza? Et quel avenir pour les Palestiniens face à un Israël qui semble résolu à poursuivre la colonisation? Par ailleurs, le premier génocide retransmis en direct dans l'histoire ne peut rester impuni. Les coupables israéliens doivent être tenus pour responsables devant les juridictions nationales et internationales, faute de quoi cela établirait un précédent mondial dangereux et bloquerait toute résolution durable en Palestine. La paix ne peut exister sans justice. Merci aux 2 associations d'être intervenues. C'était important pour nous de faire participer les 2 associations-là actuelles qui sont ici aujourd'hui. Parce que c'est des associations byzantines et que le but de cette soirée, c'était aussi de savoir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir à leur stand, ils vendent des produits, etc. Allez leur parler de prochaines actions. Nous aussi, on a un stand à la France Insoumise. Vous pouvez aussi nous rejoindre, on a une table, venez nous parler, on est sympa. Coucou. Et on a aussi une cagnotte, effectivement. Donc la cagnotte, n'hésitez pas à donner dedans, elle est à la sortie actuellement. Le but, c'est de combler les frais engagés pour cette soirée et ensuite ce sera partagé avec les associations présentes. Voilà. Merci beaucoup et je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour nos 3 intervenantes. Séverine Véziès, Alma Dufour et Emma Fourreau. Merci d'être présentes. Il manque une chaise. Faut vous mettre dans l'ordre de la photo pour que ce soit bien. Elle arrive. Merci d'être là ce soir. Ce soir, nous parlons de la Palestine. Pas d'un conflit lointain, mais d'une tragédie humaine qui nous touche toutes et tous. Parce qu'elle met à l'épreuve ce que nous avons de plus précieux, notre sens de la justice, de la dignité et de l'humanité. Nous ne sommes pas ici seulement pour témoigner, mais pour agir, pour refuser l'indifférence. L'une des questions qui revient le plus souvent lorsqu'on parle avec nos proches, nos amis ou même des passants, c'est que faire ? Le sentiment d'impuissance domine chez beaucoup de celles et ceux qui s'inquiètent de ce qui se passe en Palestine. On se demande que pouvons-nous faire à notre échelle ? Comment ma petite voix, ici, à Besançon, peut-elle avoir le moindre effet sur un conflit qui dure depuis si longtemps ? A-t-on vraiment des leviers pour influencer le cours des choses à plus de 3000 km d'ici ? C'est pour cela notamment qu'il nous a semblé important ce soir de convier les associations byzantines de soutien au peuple palestinien, présentes depuis de longues années et toujours mobilisées. Merci à elles pour leur engagement constant. Le conflit en Palestine dure depuis des décennies. Et pourtant, certains voudraient nous faire croire que tout commence le 7 octobre 2023. En réalité,
Ce qui se passe depuis cette date, c'est une nouvelle étape dans le projet du gouvernement d'extrême droite de Benyamin Netanyahou, celui de prendre le contrôle total et définitif de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. Depuis le 7 octobre, plus de 67 000 Palestiniens ont été tués selon les chiffres de l'ONU, et si l'on prend en compte les morts indirectes, le bilan humain dépasserait les 200 000 victimes. Parmi elles, environ 83% sont des civils, dont des milliers d'enfants. Des chiffres terribles, comparables à ceux du génocide des Tutsis au Rwanda. Les bombardements ont détruit, endommagé près de 2/3 des bâtiments de Gaza. Des quartiers entiers, des écoles, des hôpitaux, des lieux de vie ont disparu sous les décombres. Ces chiffres ne sont pas abstraits. Ils traduisent une volonté délibérée, celle d'écraser tout un peuple, de rendre Gaza inhabitable et de poursuivre l'annexion progressive des territoires palestiniens. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Et pour avoir dénoncé ces crimes et ces plans, des militants et militantes sont partout en France intimidés, poursuivis, calomniés. À notre échelle, à la France Insoumise, nous continuons à nous tenir aux côtés des peuples opprimés et particulièrement aux côtés du peuple palestinien. Que ce soit ici, à Besançon, et Séverine en parlera plus longuement tout à l'heure, ou au niveau national, nous poursuivons ce combat pour la paix, la dignité et le droit international. Nous avons ce soir la chance et l'honneur d'accueillir 2 élus de la France Insoumise, la députée Alma Dufour et l'eurodéputée Emma Fourreau. Toutes 2 à bord de la flottille pour Gaza, engagées pour briser le blocus humanitaire. Leur courage et leur détermination nous permettent déjà de répondre en partie à la question « Que faire ?» Mais nous voulions aller plus loin. Parce qu'en tant qu'élus à l'Assemblée nationale et au Parlement européen, elles portent aussi une autre question essentielle. Non pas seulement « Que pouvons-nous faire ?» mais bien « Que doivent faire la France et l'Europe ?» Merci à vous et merci à vous de leur réserver un accueil chaleureux. Et Séverine, je t'invite à venir à côté de moi. On la présente plus trop à Besançon, mais je vais le faire quand même. Séverine, c'est une militante de terrain aguerrie de toutes les luttes. Tu es également co-chef de file pour les élections municipales à venir. Et tu es membre de la coordination nationale de la France Insoumise. Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci tout le monde. J'en profite pour vous présenter mon camarade Martin Mélion, qui est co-chef de file avec moi pour les élections municipales à Besançon. Merci à toi. Merci à tous et toutes d'être là. Merci aux militants et aux militantes qui ont permis à cette soirée d'avoir lieu, qui ont tracté, qui ont collé, qui se sont affairés toute la journée pour faire en sorte que vous soyez accueillis dans une salle notamment aux couleurs de la Palestine. Merci à eux, je voudrais qu'on les applaudisse. Merci à Emma et Radio Bip, média indépendant qui est toujours présent là, à nos côtés pour diffuser nos événements. Merci beaucoup. On a besoin de médias indépendants. Merci effectivement aux associations qui sont présentes ce soir. Et merci bien évidemment à nos 2 députés. Et je voudrais dire que elles illustrent ce que sont des élus insoumis et comment on voit les choses quand on est insoumis et comment on fait de la politique. Nos élus insoumis, bien évidemment, qui mènent la bataille au sein des institutions, mais ça ne suffit pas. Et ils vont mener la bataille sur le terrain jusqu'à se mettre en danger sur des bateaux face aux autorités génocidaires israéliennes. Merci de votre courage, merci. Alors Besançon et la Palestine ont une histoire commune depuis plusieurs années, avec notamment une coopération qui a débuté en 2004 avec le camp d'Aqaba Jaber, puis son jumelage avec ce camp à partir de 2010. Ce camp est situé à quelques kilomètres de Jéricho, dans la vallée du Jourdain, en Cisjordanie. En préparant ce que je voulais vous dire ce soir, je me suis replongée dans mes souvenirs de l'année 2008, quand en tant qu'enseignante en licence co-développement, je me suis rendue dans ce camp pour suivre 2 étudiantes qui étaient en stage au sein de ce camp pour la ville de Besançon. Nous y étions aussi pour rencontrer des associations locales, palestiniennes et israéliennes, à Jérusalem notamment, engagées dans la paix et dans les projets de développement afin de développer des partenariats entre notre formation universitaire et des acteurs locaux. Je me souviens des rues de Jéricho, de Ramallah ou de Jérusalem.
Je me souviens des fils tendus au-dessus des ruelles d'Hébron et les déchets qui y sont jetés par les familles de colons pour faire fuir les familles palestiniennes. Je me souviens de ces femmes, de ces visages de femmes palestiniennes, marquées par le deuil, mais qui n'en demeurent pas moins fortes, fières, combattantes et déterminées. Je me souviens des humiliations subies par les Palestiniens du camp qui nous accompagnaient dans nos visites, de la part de soldats israéliens tout juste majeurs. Je me souviens des checkpoints, de ce mur qui sépare et défigure cette terre et oppose deux peuples. Je me souviens aussi des Israéliens pacifistes, impuissants, face à la folie coloniale de leur État. Il y a des événements dans la vie qui vous marquent à jamais, et en vérité, ces souvenirs ne m'ont jamais quitté. Ils ont été le déclencheur de mes engagements, tout d'abord à la CIMAD, puis au sein du Parti de gauche et de la France insoumise. Et même si je n'ai pas totalement compris tout de suite ce que ce voyage avait réveillé en moi, en rentrant, je me suis dit que ce qui se passait en Palestine était, et toujours, la plus grande injustice de notre époque. Omar Al-Soumi, militant franco-palestinien décolonial et membre d'Urgence Palestine, écrit « La Palestine est un cri de ralliement pour des âmes assoiffées de libération. J'ajouterai au terme libération, assoiffées de justice. Voilà ce que cela avait réveillé en moi, et c'est aussi cela qui anime les cœurs des millions de personnes qui se mobilisent pour la Palestine, dans le monde entier, et en particulier en France, pays marqué à la fois par l'affirmation grandissante d'un racisme colonial et par une immigration postcoloniale. Cette phrase d'Omar Al-Soumi résume à elle seule le sens de ce qui se joue en Palestine et pourquoi la lutte du peuple palestinien est une lutte universelle. Elle symbolise la lutte contre la domination, contre toutes les formes et les ressorts de domination, que cette domination soit coloniale, raciale, de genre, de classe ou d'orientation sexuelle. Voilà pourquoi la lutte du peuple palestinien résonne autant dans nos cœurs et dans le cœur de ceux qui subissent chaque jour, dans nos villes, dans nos quartiers, le racisme et les discriminations. Voilà pourquoi les puissants de ce monde sont des soutiens inconditionnels du régime d'extrême droite israélien. La classe bourgeoise occidentale se sent liée d'un même destin avec Israël, tant les processus de domination sont ancrés dans leur logiciel. Et le maintien des processus de domination sont d'autant plus urgents et vitaux pour la survie de leurs privilèges que le monde capitaliste et tout ce qu'il charrie comme système d'exploitation et d'asservissement est en crise et est remis en cause par ceux-là même qui veulent s'en affranchir. Alors oui, la lutte du peuple palestinien est universelle. La réaffirmation de ces processus de domination, qu'ils soient coloniaux, raciaux, de classe ou de genre, comme je le disais tout à l'heure, passent tous par le même processus, la déshumanisation de celui qui résiste. Et donc, le mal qu'on lui fait n'est finalement pas un problème. Le déni de réalité qui empêche de penser. Je prends 2 exemples. Tout aurait commencé, selon certains, le 7 octobre. Et toutes les dénonciations des crimes d'Israël relèveraient de l'antisémitisme. Oui, l'antisémitisme existe. On doit le dénoncer, le combattre avec force et sans aucune ambiguïté, comme toutes les formes de racisme, dont l'islamophobie, qui gangrène aussi notre pays. Mais on doit aussi dénoncer l'usage de ce terme d'antisémitisme qui sert alors à condamner ceux qui veulent rétablir les causalités. Les insoumis, le pape qui appelle au cessez-le-feu, l'ONU, les juges de la CPI, Macron lui-même parfois est rangé dans la catégorie des antisémites par Netanyahou. On assiste ainsi à un abaissement total du débat public auquel s'ajoute la fascisation de la société entrepris par les macronistes avec le soutien de la bonne société bourgeoise. Et ce n'est donc pas étonnant qu'à Besançon, les représentants de la droite et de l'extrême droite sont du côté des génocidaires. Ludovic Fago
Laurent Croisier, tous deux se sont opposés à la levée du drapeau palestinien dans le ciel byzantin. Tous deux ont soutenu Raphaël Enthoven lors de sa venue à Besançon et qui depuis des mois affirme qu'il n'y a aucun génocide à Gaza, il l'a encore dit il y a quelques jours, que tous ceux qui sont aux côtés du peuple palestinien ne sont que des antisémites, qu'il n'y a pas de journalistes à Gaza, mais uniquement des terroristes que l'on peut massacrer. Alors je le redis, comme nous l'avons dit lors de sa venue à Besançon, non, Raphaël Enthoven n'est pas le bienvenu à Besançon, terre humaniste, terre solidaire et de partage. Concernant M. Croisier, député de la première circonscription du Doubs, faut-il rappeler qu'en tant que membre de la Commission des Affaires européennes à l'Assemblée nationale, il s'est opposé au projet de résolution déposé par Clémence Guettet, députée de la France Insoumise et vice-présidence à l'Assemblée nationale, une résolution qui visait à prendre des sanctions contre l'État d'Israël. Il s'est abstenu sur l'amendement qui prévoyait de rappeler aux États européens leur obligation de respecter le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale à l'encontre notamment de Benyamin Netanyahou. Rendez-vous compte, ces gens qui nous font la morale à longueur d'année et qui, en tant que législateurs, participent à faire la loi, eh bien, ils s'abstiennent quand il s'agit d'exiger qu'elle soit appliquée. Et pour ces faits, Laurent Croisier fait partie des personnalités politiques citées dans la requête déposée par 114 avocats devant la Cour pénale internationale pour complicité de génocide. Alors oui, nous devons résister partout, tout le temps, contre toutes les formes de domination coloniale, raciale, fasciste, de genre ou de classe, au Parlement européen, à l'Assemblée nationale et bien sûr localement. Et nos députés, que ce soit au Parlement ou à l'Assemblée, nous rendent fiers de par leur combat qu'ils mènent. Et puisqu'en mars prochain auront lieu les élections municipales, je voudrais terminer en réaffirmant que même à cet échelon, on peut être utile pour la cause palestinienne. En nouant des partenariats avec des villes ou des camps palestiniens et en renforçant ces partenariats, en remettant en cause des jumelages avec des villes israéliennes, en boycottant dans les marchés publics les entreprises qui sont engagées dans les colonies israéliennes, en organisant des débats et le vote de motions au sein des conseils municipaux sur la Palestine et la condamnation des violations du droit international par les autorités israéliennes, en soutenant des événements qui donnent à voir la culture palestinienne. Rappelons que dans tous les processus génocidaires, il y a la volonté de détruire l'autre et tout ce qu'il représente, y compris son histoire et son existence même. Et en la matière, quand Israël détruit même les cimetières palestiniens, il s'agit bien de rayer de la terre tout un peuple, son histoire et sa culture. Vous le savez déjà tous, la France insoumise sera bien évidemment présente lors des élections municipales à Besançon. Et croyez bien que nous ne manquerons pas de porter ces mesures. Pour conclure, je voudrais citer Frédéric Lordon. Tous les dénis et toutes les compromissions symboliques du monde, toutes les intimidations et toutes les censures ne pourront rien contre l'énorme surgissement du réel qui vient de Gaza. Chers tous et toutes réunis ce soir, c'est avec l'histoire que nous avons rendez-vous à Gaza. Et parce que nous sommes humanistes et féministes, parce que nous sommes anticapitalistes, parce que nous sommes anticoloniaux, antiracistes et antifascistes, nous nous opposons à tous les processus de domination. Voilà pourquoi la défense de la cause palestinienne est notre cri de ralliement. Voilà pourquoi nous crions « Et vive la lutte du peuple palestinien ! 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup Séverine. Merci d'être à nos côtés ce soir. Et tout le temps en fait. Merci beaucoup. Et Emma, est-ce que tu peux nous rejoindre s'il te plaît? Me rejoindre.
Merci d'accueillir Emma Fourreau, députée européenne depuis 2024, militante écologiste, qui était sur les 2 flottilles. Merci pour ton engagement. Merci. Bonsoir à toutes et à tous, c'est un grand plaisir et un honneur pour moi d'être avec vous ce soir. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de ce bel événement, à remercier les associations qui sont intervenues juste avant, et évidemment à remercier mes camarades. Je suis très heureuse d'être à leur côté ce soir, puisque cela fait maintenant 2 ans qu'un génocide est en cours, et 2 ans que certains tremblent encore à nommer les choses et à nommer ce génocide. Or, on le sait, mal nommer les choses rajoute au malheur du peuple palestinien. Alors évidemment, on a la droite et l'extrême droite qui refusent d'employer ce terme. Moi, je siège au Parlement européen et on a une extrême droite qui est capable de parler de génocide pour parler du droit à l'avortement, mais qui n'est pas capable de parler de génocide en parlant de ce que fait Israël en Palestine. Mais on a aussi une partie de la gauche qui n'est pas capable de parler de génocide encore aujourd'hui. Et je pense notamment à Raphaël Glucksmann, qui dit employer ce terme avec précaution. Alors qu'on a toutes les instances internationales et toutes les associations qualifiées qui parlent de génocide, mais M. Glucksmann n'a pas encore tranché. Et c'est une honte, et nous on est fiers à la France Insoumise d'avoir mis les termes dès le début sur ce qu'il se passait, et d'avoir averti sur le fait qu'il y aurait évidemment un génocide en cours, et que ce génocide c'est le prolongement de la colonisation depuis 1948. Mais qui, aujourd'hui, peut nier l'existence du génocide quand une famine est organisée à Gaza? Quand on parle d'enfants qui n'ont même pas la force de se lever, qui n'ont plus de muscles, qui sont atrophiés? Qui peut encore nier l'existence d'un génocide quand on parle de bombes qui tombent sans cesse? Qui peut nier l'existence d'un génocide quand les journalistes sont visés? Et je pense évidemment notamment à Anas al-Sharif, qui était cette voix aimée de Gaza, qui représentait l'ensemble des journalistes. On parle de plus de 242 journalistes qui ont été assassinés et ciblés volontairement. Parce qu'à la fois, Israël organise un blocus de la Palestine depuis 2007. Donc évidemment, rien n'a commencé le 7 octobre, et on le sait ici, mais il y a aussi un blocus médiatique, puisque les journalistes sont ciblés. Évidemment, le peuple palestinien lutte contre ce blocus parce qu'on voit en fait que tout le monde saisit son portable et filme ce génocide en direct, et donc personne ici ne peut dire qu'il n'a pas vu les images d'enfants déchiquetés ou de petites filles qui ramassent à la main le corps de ses parents. Enfin, on parle vraiment de situations traumatisantes, et y compris les enfants qui vont survivre à ça seront marqués à vie par ce génocide, et y compris les personnes qui ont réussi à fuir Gaza et qui sont aujourd'hui par exemple en France. Physiquement, ils sont avec nous, mais leur cœur est toujours à Gaza, et c'est un traumatisme qu'on ne peut même pas imaginer. Et évidemment, on parle malheureusement de cette situation au présent, puisque j'aurai l'occasion d'y revenir, mais il n'y a pas de cessez-le-feu à Gaza. Évidemment, il fallait célébrer l'annonce de ce cessez-le-feu avec les Palestiniens qui étaient soulagés. Mais évidemment, on ne peut pas faire confiance à un État colonisateur et génocidaire pour respecter ce cessez-le-feu. Et en l'occurrence, ce cessez-le-feu a été violé à l'heure où on parle plus de 80 fois, avec des bombardements continus, avec aussi des bombardements sur le Liban, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et c'est aussi en hommage aux journalistes que notre groupe de la France Insoumise et le groupe The Left proposent de remettre le prix Sakharov, qui est un prix au Parlement européen pour la liberté d'expression. Eh bien, on propose de le remettre évidemment aux journalistes palestiniens qui ont un courage fou. Parce que, évidemment, être journaliste en Palestine, c'est avoir une cible sur la tête, et la plupart des journalistes le disent. On sait qu'on va mourir, mais on va mourir dignement, on va continuer à relayer la souffrance de notre peuple. Je ne vais pas fuir Gaza, je vais continuer à documenter ce qui se passe jusqu'à ma mort. Et donc on espère que ce prix pourra leur être remis, parce que voilà, ce sont des héros qui sont nombreux et qui illustrent à la fois la résilience et le courage du peuple palestinien. Et c'est évidemment en soutien au peuple palestinien que des flottilles sont parties pour briser le blocus illégal. Et je le disais, ce blocus n'est pas né avec le 7 octobre, il est né en 2007, et c'est un blocus qui est parfaitement illégal. Et donc c'est pour briser ce blocus que des bateaux partent depuis plus de 10 ans. Et on nous pose souvent la question, mais c'est stupide comme action, vous n'y arriverez jamais, etc. Mais la véritable question, c'est pourquoi le Conscience a pris la mer pour aller à Gaza? Pourquoi le Handala a pris la mer pour aller à Gaza? Pourquoi plus de 50 bateaux sont partis pour aller à Gaza? Alors que, effectivement, nous sommes des civils non armés, faisant face à l'armée la plus immorale et dégueulasse du monde. On part parce que les États ne font rien.
Évidemment que ce n'est pas normalement aux civils de briser un blocus illégal. Mais c'est parce que Emmanuel Macron ne fait rien, c'est parce que tous ses camarades à la tête de nos États ne font rien, c'est parce que l'Union européenne ne font rien, mais c'est même pas qu'ils ne font rien, c'est qu'ils sont complices. Ils ont un rôle actif dans le génocide en cours. À la fois, évidemment, en réprimant les manifestations de solidarité au peuple palestinien, mais aussi en livrant des armes. C'est-à-dire qu'on a énormément de pays européens, dont la France, qui arment directement Israël pour tirer des balles dans la tête d'enfants. On a, au niveau européen, un accord d'association entre Israël et l'Union européenne qui fait que l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël. Donc on alimente directement un État génocidaire. Alors même que dans cet accord, on a une clause de respect des droits de l'homme. Qui dans cette salle peut prétendre, et qui dans ce monde peut prétendre que les droits de l'homme sont respectés en Palestine? Non seulement ils ne sont pas respectés à Gaza, mais y compris en Cisjordanie, les droits de l'homme ne sont pas respectés. Donc si l'Union européenne avait un peu d'estime pour elle-même, elle devrait à minima respecter son propre texte et suspendre immédiatement l'accord d'association. L'accord d'association est toujours en vigueur aujourd'hui. Et la France, non seulement ne fait rien pour sanctionner économiquement Netanyahou, mais pire encore, elle enfreint le droit international pour protéger Netanyahou. Parce que quand Netanyahou survole l'espace aérien français sans que Macron ne bouge d'un iota, c'est totalement illégal de la part de la France, puisque Netanyahou est soumis à un mandat d'arrêt international. Et la France est signataire du statut de Rome. Donc elle a l'obligation d'empêcher Netanyahou de survoler notre espace aérien. Netanyahou l'a fait plusieurs fois en toute tranquillité. Donc c'est une honte parce que la France n'est même pas crédible sur la scène internationale et la France ne veut même pas respecter le droit international. Et il y a d'autres moments, évidemment, où Netanyahou ou la France ne respectent pas le droit international. C'est quand Netanyahou organise un kidnapping de civils en pleine eau internationale et que la France n'a rien à y redire. Parce qu'on le rappelle, il est parfaitement légal de livrer de l'aide humanitaire à un peuple affamé par Netanyahou. Il est parfaitement légal de naviguer en eau internationale. Il est parfaitement légal de naviguer en eau palestinienne, qui ne sont en aucun cas des eaux israéliennes. Israël n'a aucun droit sur ces eaux. Et la France avait donc un devoir qui était de protéger ses ressortissants, puisque nous avons averti Emmanuel Macron qu'une trentaine de ressortissants français prendraient la mer pour briser ce blocus et que Netanyahou, Israël, menaçait cette flottille. Emmanuel Macron n'a pas eu une seule réaction, et la seule réaction à laquelle on a eu, c'est celle de Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui nous a informé que se rendre à Gaza était dangereux, extrêmement déconseillé, et que les conseils aux voyageurs s'appliquaient aux députés de la France insoumise comme aux journalistes. Mais c'est une honte absolue. Tout le monde sait que c'est un nul. Ah bah, à minima. Évidemment que Gaza est un endroit dangereux, et même l'endroit le plus dangereux au monde, notamment quand on est un enfant. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a un génocide dont la France se rend complice. Et le rôle de la France, c'est de protéger ses ressortissants et de garantir un passage sécurisé et libre vers Gaza pour livrer de l'aide humanitaire à un peuple affamé. Et nous, ce qu'on dit à la France insoumise, c'est qu'on aurait accompagné militairement de A à Z la flottille pour être sûr que cette aide alimentaire puisse arriver. Et évidemment, il n'en a été rien, et y compris quand on a été kidnappé par Israël, il faut parler d'un kidnapping, c'est un acte de piraterie en eau internationale. N'importe quel autre État au monde aurait fait la même chose, ça aurait été une honte, et la France aurait réagi, aurait dénoncé. Emmanuel Macron se serait déplacé pour venir nous chercher. Là, personne n'est venu nous chercher. Personne n'a dénoncé le fait qu'on était en prison de manière totalement arbitraire et illégale. Évidemment, nos droits n'ont pas été respectés en prison, on a été frappés, privés de sommeil, pas le droit de voir nos avocats, pas d'accès aux médicaments alors qu'on avait certaines personnes, par exemple, qui étaient en chimiothérapie, etc. Donc nos droits ont été violés de manière répétée, mais il faut quand même avoir en tête que ce n'est absolument rien, mais rien, à côté de ce que vivent tous les jours les otages et prisonniers politiques palestiniens.
On a été protégés par notre couleur de peau, par notre origine. Le fait de ne pas être palestinien, c'était malheureusement, c'était une protection énorme. Et on nous a transférés dans une prison en plein désert, à une 30aine de kilomètres de Gaza. Et on avait beaucoup de messages sur les murs de notre prison, écrits en arabe, et notamment un message qui datait de la veille, qui disait « On nous demande de faire nos affaires, on espère que c'est la liberté ». C'était pas la liberté pour ces otages palestiniens, ils ont simplement été transférés dans une autre prison pour que nous puissions occuper ces prisons. Et sur ces mêmes murs, il y avait des impacts de balles. Dans la cour, il y avait des énormes traces de sang séché. On ne peut pas savoir avec exactitude ce qui se passait, mais on ne pouvait que deviner toutes les horreurs qui s'y passaient avant notre arrivée et qui vont se répéter depuis que nous sommes partis. Il faut bien avoir conscience que ce qu'on a vécu n'est rien et que le sujet n'est pas la flottille, que la flottille c'est un outil pour parler à la fois du génocide en Palestine, de la colonisation en Palestine, des violations répétées des droits de l'homme, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, parce qu'il est évident qu'il faut parler de Gaza, mais il faut aussi parler de la Cisjordanie, où les droits humains sont violés en permanence, où il y a une colonisation illégale, où les colons sont d'une violence extrême envers les Palestiniens. Il y a quelques jours, il y a un enfant de 11 ans qui jouait au football, comme n'importe quel enfant dans ce monde, qui s'est pris une balle et qui a été tué pour avoir joué au foot et pour avoir été tout simplement palestinien. Et ça, c'est quotidien en Cisjordanie. Et évidemment, ce qui se passe à Gaza est lié à ce qui se passe en Cisjordanie. Il faut continuer à relayer tout ce qui s'y passe. Et donc, évidemment, cette annonce du cessez-le-feu n'en est pas un. Il n'y a jamais eu de cessez-le-feu. On ne peut pas faire confiance à un État colonisateur. Et que ce plan de Trump n'est pas un plan de paix. C'est un plan de colonisation qui omet l'acteur principal, à savoir le peuple palestinien. Il n'y a pas la mention de l'autodétermination du peuple palestinien. Il n'y a pas la mention du droit au retour des réfugiés. Il n'y a pas de mention de justice dans ce plan. Trump, il veut juste vendre Gaza, mais il en avait parlé déjà à un moment, quand il parlait de la Riviera du Moyen-Orient, et qu'on a eu des réactions des journalistes français d'une honte absolue. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur France Info, il y a eu au calme un débat pour savoir si c'était un plan réalisable ou pas. France Info, le service public. Avec un expert du tourisme. C'est quand même fou. Et Netanyahou et Trump n'ont pas abandonné cette idée, puisqu'évidemment, ce qu'ils veulent avec ce génocide, c'est de chasser les Palestiniens de leurs terres et de récupérer ces terres-là. Et il y a aussi une volonté de rendre invivable pour les Palestiniens Gaza, parce qu'ils ciblent en priorité toutes les terres agricoles. Ils ont vraiment pourri la terre pour faire en sorte qu'aucun avenir puisse naître sur cette terre à nouveau. Évidemment, c'est sans compter sur la résilience et la résistance du peuple palestinien, qui évidemment est d'un courage inouï, et s'il n'avait pas résisté, il n'y aurait plus de peuple palestinien aujourd'hui. Et c'est là évidemment que se trouve l'utilité de nos flottilles, mais de manière générale de la solidarité des peuples avec le peuple palestinien. Parce que la mobilisation, elle paye. Parce que si l'Italie a envoyé 2 navires de guerre pour accompagner la flottille, c'est pas parce que la fasciste Meloni en avait quelque chose à faire du peuple palestinien. C'est une amie de Netanyahou, soyons très clairs là-dessus. Et personne ici ne remercie Meloni dans cette salle. On remercie le peuple italien qui était 1 million dans le pays en solidarité avec le peuple palestinien, a bloqué les ports et a menacé de bloquer toute l'Europe s'il arrivait quelque chose aux flottilles ou si le génocide à Gaza se poursuivait. Et donc le peuple italien nous montre la voie. Et de la même manière, il y a eu des soulèvements dans le monde entier des peuples. Et c'est là qu'il faut agir, parce qu'on a une économie mondiale qui est complice du génocide en Palestine. On a des entreprises comme Carrefour, comme Coca-Cola, qui sont complices du génocide en Palestine. Donc il faut bloquer cette économie. Et ça, c'est nous qui pouvons le faire. Nous, on n'attend rien de nos représentants et des chefs d'État. On sait qu'ils sont complices. On sait qu'ils sont dégueulasses et racistes. Parce qu'il y a aussi une dimension raciste et coloniale, évidemment, dans ce qui se passe en Palestine. Parce que si Macron n'en a rien à faire de la Palestine, c'est parce que les victimes sont racisées, que les victimes sont palestiniennes. Il ne réagirait pas comme ça si les victimes étaient blanches. Et donc, évidemment, c'est le peuple qui peut mettre la pression et qui peut tout changer. Et donc, le fait d'aller manifester tous les samedis, ça a un impact. Le fait de boycotter, le fait de relayer les vidéos de Palestine sur les réseaux sociaux, ça a un impact. Parce que, aussi, il faut le dire, à la fois Netanyahou fait un blocus physique autour de Gaza, mais il est
aussi de faire un blocus donc médiatique pour isoler psychologiquement le peuple palestinien. Et donc le fait d'échanger avec les Palestiniens sur les réseaux sociaux, de relayer leurs histoires, leurs vidéos, le fait d'envoyer des bateaux, c'est aussi pour rompre la solitude dans laquelle Netanyahou veut enfermer le peuple palestinien. Et c'est ce qu'on nous disait quand on était sur la flottille. On recevait énormément de messages de Palestiniens de Gaza qui nous souhaitaient une bonne navigation, qui nous demandaient dans combien de temps on allait arriver, qui nous disaient on est sur la plage, on vous attend. Et c'était ça le plus dur en fait dans l'arrestation. C'était de se dire on était attendus. Et quand on dit qu'on allait à Gaza, c'était pas un élément de communication, c'est qu'on se dirigeait vers Gaza et que pour rien au monde on aurait fait demi-tour et que évidemment on espérait que des bateaux atteignent véritablement Gaza pour livrer l'aide humanitaire et pour serrer nos camarades dans nos bras. Le plus dur c'est d'envoyer des messages a posteriori et de leur dire je suis désolé, on n'y est pas arrivé. Mais ce qu'ils nous répondaient c'était vous êtes peut-être pas arrivés physiquement à Gaza, mais vous avez atteint nos cœurs, on se sent moins seul et pour ça merci. Mais c'est nous qui remercions le peuple palestinien. Et on a quand même eu une petite satisfaction, une petite victoire qu'on a découvert en sortant de prison. C'est que pendant que l'armée israélienne était occupée à arrêter tous nos bateaux, eh bien les pêcheurs en Palestine ont pu pêcher du poisson. Et c'était quand même quelque chose, c'est une petite victoire, mais elle existe. Et pour redire un mot quand même sur la honte qu'est la France, c'est qu'avec cette flottille, les masques pouvaient clairement tomber parce qu'on voyait la différence de traitement de nous-mêmes en prison selon nos nationalités. Par exemple, les ressortissants de Malaisie sont sortis dès le premier jour. Le Premier ministre de Malaisie a exigé leur libération immédiate et donc ils ont été libérés. On a les députés italiens qui ne sont pas allés en prison, qui ont été exfiltrés directement en arrivant au port d'Ashdod. Nous, les Français, on peut poireauter pendant bien longtemps en prison et si on est sorti au bout de 5 jours, c'est parce que la Grèce a affrété un avion pour tous les Européens. Et donc on est arrivé à Athènes. Une fois à Athènes, on avait bien le consul français qui était là pour nous accueillir. Et donc on lui a dit où sont nos billets d'avion pour rentrer en France? Ils ont dit non, on n'a pas de billets d'avion pour vous. Par contre, on a ramené du Coca-Cola et des bonbons. Ils sont venus avec du Coca-Cola. Hein. On l'a jeté à la poubelle, évidemment, et on a redemandé nos billets d'avion. Et ils nous ont dit non, c'est à vos familles de les prendre. Donc l'État français ne rapatrie même pas des ressortissants qui ont été kidnappés. Sachant que quand on arrive, on n'a pas de téléphone portable, on n'a pas d'argent, on n'a que notre jogging, notre survêt de prison. Donc même si nos familles nous envoient un billet, pardon, mais on le réceptionne où ce billet? On n'a pas de téléphone portable. Et donc c'est l'association Waves of Freedom donc, qui a organisé cette flottille qui a pris les avions pour nous et la France Insoumise qui a pris nos billets d'avion. C'est même pas l'État français. Donc voilà, ça en dit long quand même sur en fait, mais la France s'humilie toute seule. Israël, le consul français, quand il l'attendait pour nous voir, on lui prenait son téléphone portable, il des heures, il n'était même pas respecté. Donc voilà, c'est dire à quel point il ne faut rien attendre d'Emmanuel Macron, que s'il a reconnu l'État de Palestine, c'est parce qu'il avait peur de nous, et que quand on parle de reconnaissance de l'État palestinien, c'est une reconnaissance de papier, parce qu'en plus il pose des conditions en disant qu'il faut que la Palestine soit démilitarisée, alors que le propre d'un État, c'est d'être souverain, donc en fait, il n'y a pas de conditions. Évidemment qu'il faut une armée, de la même manière que la France a une armée, etc. Donc on sait que c'est simplement la pression qui peut changer les choses. Et donc, je suis tous ici dans cette salle mobilisés. Il ne faut pas lâcher la mobilisation parce que rien n'est fini avec ce pseudo cessez-le-feu. C'est toute la lutte qui commence maintenant parce que les bombes tombent toujours. Il y a toujours des journalistes qui sont assassinés, il y a toujours des enfants qui sont assassinés, des hommes, des femmes. Donc évidemment, on ne lâche pas la pression parce que c'est tout ce qu'espèrent les États occidentaux. Parce qu'aucun État occidental n'a réagi aux violations du cessez-le-feu. Alors qu'il y a plus de 80 violations. Donc ils ont eu 80 fois l'occasion de réagir, ils ne l'ont pas fait. Pire, l'Union européenne avait déclaré, là en septembre, qu'il y aurait peut-être des sanctions européennes contre Israël. Et maintenant, ils disent quoi ? Ah bah non, maintenant qu'il y a un cessez-le-feu, la situation a changé, donc on va probablement abandonner les sanctions. Donc en fait, là, ce cessez-le-feu, ce pseudo-cessez-le-feu, c'est juste un prétexte pour que les États occidentaux, l'Union européenne, de nouveau, fassent absolument rien ou continuent leur complicité en toute tranquillité. Donc notre devoir, c'est de se mobiliser jusqu'au bout, tous les jours, toutes les semaines, en boycottant, en se rassemblant, en reliant sur les réseaux sociaux, chacun à notre manière. Il y aura des flottilles qui vont partir parce que tant qu'il y aura un blocus illégal, il y aura des bateaux en mer pour rejoindre Gaza.
Dans son testament, le journaliste Anas Al-Sharif nous disait « Je vous confie la Palestine, cœur battant de chaque être libre dans ce monde ». Donc voilà notre tâche. Elle est immense, mais c'est rien par rapport au combat quotidien du peuple palestinien. Donc je compte sur vous pour continuer la mobilisation. Merci beaucoup. Et Free Palestine. Merci beaucoup Emma, merci pour ton courage. Et Alma, est-ce que tu peux me rejoindre? Alma Dufour, s'il vous plaît. Députée de la 4e Circo de Seine-Maritime depuis 2022. T'es militante écologiste et t'as été gilet jaune aussi. Et t'étais sur la flottille de septembre. Merci d'être là ce soir. Merci. Merci à vous toutes et tous. Ça me fait immensément chaud au cœur d'être là. C'est la première fois que je prends la parole sur ce qui se passe en Palestine depuis mon retour de la flottille. Donc pardonnez-moi si j'ai des moments d'émotion. Tout à l'heure, tu as parlé de Jean-Noël Barrot, le catastrophique Jean-Noël Barrot, et quelqu'un a dit on sait c'est un nul. Alors complètement, il est incompétent, mais au dernier degré. Et si vous saviez à quel point lamentable l'état des conseillers de ce ministère, etc. Je vous donne juste une anecdote, mais qui remonte à il y a plus d'1 an. J'avais là, à l'époque, c'était Monsieur Séjourné, j'avais sa conseillère parlementaire qui me disait « Mais tous les Français sont sortis de Gaza ». Je lui disais « Ah ben non, c'est étonnant, parce que moi j'ai une liste de Français qui ne sont pas du tout sortis de Gaza, et vous, c'est quand même votre rôle premier en tant que ministre des Affaires étrangères de protéger les ressortissants qui se trouvent. » Et donc même, effectivement, et comme tu l'as dit, avec les Français, ils n'avaient absolument aucune information, ni aucun souci d'en avoir sur les citoyens français qui sont restés coincés à Gaza, qui sont morts aussi à Gaza. Et il y a encore aujourd'hui des Français à Gaza et ils n'en ont absolument rien à faire. Il a plus que de l'incompétence, il a aussi du sang sur les mains, Monsieur Barrot. Et je vais vous le dire pourquoi. Très concrètement, lui, à titre personnel, lui. Parce qu'en juin, il s'est passé quelque chose dont on a très très peu parlé, évidemment. C'est que la Cour nationale du droit d'asile, qui a beaucoup de défauts, qui par moment agit, a déclaré, a donné le droit d'asile aux Palestiniens et Palestiniennes en reconnaissant, pour la première fois, alors c'est une première, alors ils ont hésité pendant 1 an et demi, ils ne savaient pas comment leur donner des droits sans dire que c'était Israël qui les persécutait, qui les tuait, etc. Mais en reconnaissant le droit d'asile pour persécution par l'État d'Israël. Ce qui veut dire que tout Gazaoui et tout Cisjordanien qui arrive, et c'est le problème, à arriver en France, a le droit d'y rester pendant au moins 10 ans en tant que réfugié politique. Et que réfugié et j'en fuis une tentative d'annihilation de son peuple. Ça, c'est l'état du droit français. Et qu'a fait M. Barrot? Eh bien, il s'est assuré qu'il n'y aurait vraiment aucune chance qu'un Gazaoui réussisse à mettre le pied en France, puisqu'il a bloqué totalement les évacuations qui étaient déjà... Je les compte sur le doigt d'une main, je crois. On a essayé d'assister beaucoup de dossiers. Vous vous souvenez peut-être de la promesse d'Emmanuel Macron de rapatrier une 50aine d'enfants malades. Je crois il y en a moins d'une dizaine qui ont été finalement, qui ont pu arriver en France. C'est-à-dire que cet homme est capable même de trahir ses promesses sur des enfants atteints de cancer qui devaient être soignés en France. Et là, ils ont bloqué les évacuations. Voilà ce qu'ils font du droit national. Et ça me fait penser à, vous savez, ce mot qu'on entend en permanence, zone de non-droit, zone de non-droit, zone de non-droit, zone de non-droit. C'est news, justement, les élus de droite, les élus d'extrême droite, même les macronistes l'utilisent. La France serait une zone de non-droit dans certains quartiers, etc. Moi, je vous le dis aujourd'hui, c'est le soutien du gouvernement français qui est en train de transformer la France en zone de non-droit. Puisqu'il ne respecte ni la Cour pénale internationale, plus haute juridiction internationale, ni la Convention de prévention du génocide, ni même les décisions de la Cour nationale du droit d'asile. C'est le soutien au génocide commis par Israël qui a le plus fait sauter des barrières sur le respect de la légalité en France. Et on n'a jamais vu ça. Et c'est une accélération très grave pour notre pays aussi, pas que pour les Palestiniens, parce que ça contribue
et je le dis clairement, cette situation, ce soutien à un gouvernement génocidaire contribue clairement à l'installation du fascisme dans nos élites. Et je prendrai un exemple parce que on va reparler donc du cessez-le-feu qui n'en était pas un. Comme vous le savez, l'ensemble des otages encore en vie détenus par le Hamas ont été libérés. Est-ce que vous vous souvenez à quel point, par exemple, Raphaël Enthoven, Caroline Fourest, même la folle de Sophia Aram, désolée parce que j'en peux tellement plus d'elle que vraiment je vais dire les termes, ils n'ont pas arrêté de nous dire, alors nous voilà, elle s'en prenait à la flottille, Sophia Aram, en disant s'ils voulaient vraiment la paix, ils auraient pété la gueule du Hamas dans les tunnels. Déjà, je trouvais ça absolument incroyable, alors que justement tout le discours de la flottille, c'était de dire on ne peut pas rentrer à Gaza, justement, donc c'est pas une question d'aller à Gaza, c'est qu'on ne peut pas, et en disant, voilà, en gros, et tous ces gens-là ont eu ce discours à répétition, la guerre s'arrêtera quand les otages seront libérés, la guerre s'arrêtera quand les otages seront libérés. Bon, évidemment, le réel et tout ce que nous, on savait déjà, nous prouve que c'était absolument faux, qu'évidemment, Netanyahou n'en avait pas grand-chose à faire des sondages, des otages. Et même des journaux israéliens le pointaient, à chaque fois, comme il a fait capoter des accords de cessez-le-feu, comment il a aussi manipulé les familles des otages pour qu'elles baissent leurs protestations, etc. Enfin, voilà. Mais c'est sûr, et que son but était évidemment une guerre génocidaire et coloniale et la récupération totale et l'annexion de la bande de Gaza. Mais est-ce que ces gens vont prononcer une seule fois des excuses? Est-ce que ces gens vont dire on s'est trompé? Bien sûr que non, parce que c'est ça les élites. Ils ne sont jamais comptables de rien. Ils ne diront jamais qu'ils se sont trompés. Pire, ils vont continuer à diffuser des fausses informations, des fake news négationnistes pour couvrir leur complicité morale. Et c'est exactement ça, le noyau, le cœur du fascisme. Le fascisme, ça monte comme ça. Le fascisme, c'est toujours installé par les élites. Et les élites, elles se reconnaissent pas fascistes d'elles-mêmes. Elles ne disent pas bonjour, je suis fasciste. Elles s'écrivent pas fasciste sur le front quand elles arrivent. Mais c'est tout un système qui, pour pas perdre ses privilèges, pour pas accepter ces torts et les éventuelles punitions, ne serait-ce que médiatiques, ne serait-ce qu'en termes d'images qui vont avec, vont transformer le réel. Monsieur Enthoven, pour lui, il aura toujours raison, même contre le réel. Ce qui est excessivement intéressant là-dedans, c'est que ça a été, et je vous le dis, j'ai de la famille en Argentine, on a eu un gouvernement fasciste et il y a une partie des élites qui ont toujours continué à nier la collaboration qu'ils avaient eue avec la dictature militaire. Et c'est toujours comme ça que ça se passe dans tous les pays. Et c'est exactement ça, la racine de la montée de l'extrême droite. Et ces gens-là, qui pendant des années étaient les défenseurs de la démocratie libérale bourgeoise, ils n'ont jamais été évidemment pour les classes populaires, ça je vous l'apprends pas, mais sont en train de basculer, peut-être même sans s'en rendre compte vraiment, en des plus grands serviteurs d'un système qui crée en fait une réalité alternative au mépris de tout ce qu'on avait construit, et je dis nous, tout ce que les peuples ont construit après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire le droit international qui a été là pour éviter que la Shoah ne se reproduise, pour éviter que des génocides ne se reproduisent et qui sont en train de bafouer. Il faut comprendre du coup que, c'est ce que je voulais dire, c'est un danger qui nous guette tous. Parce que la haine, et cette haine, et ce mépris du droit, et cette installation de cette idée que les vies ne valent pas la même chose, que les coupables sont un peu moins coupables quand ils sont occidentalisés, quand c'est une démocratie, comme si être une démocratie, c'était une circonstance atténuante pour commettre un génocide. Je trouve ça absolument hallucinant qu'on nous renvoie ça dans la figure, alors qu'il y a des sondages justement qui montraient que malheureusement, et très malheureusement, aujourd'hui, quasiment 70% de la population israélienne est pour la déportation des Gazaouis. Bien sûr qu'il y a des génocides qui sont commis par des démocraties. Et c'est bien là le problème. Ils sont en train de demander une justice à deux vitesses, une quasiment forme d'impunité, et ça a été traduit évidemment. Et je pense que c'était la partie la plus dure à avaler du plan de paix de M. Trump, qui est déjà enterré. Il n'y avait plus de poursuite possible devant la CPI. Ils ont demandé l'impunité.
l'impunité pour le génocide commis, l'impunité pour avoir tué, honnêtement, plus de 500 000 personnes, je pense. Je dis ça parce que j'ai lu des dernières estimations, mais on s'approche vraiment de ce bilan-là. Et ça, c'est absolument, comment dire, c'est absolument terrifiant, et c'est exactement en fait la racine même du fascisme. C'est pour ça que tout à l'heure les journalistes me demandaient, mais en gros c'est quoi le lien vraiment entre la France et ce qui se passe à Gaza? Comment vous articulez ces questions dans les élections et ce qui se passe en France? Mais en fait, la haine est un continuum, et une fois que toutes ces barrières sont sautées, la question c'est ce sera qui le prochain? Ce sera qui le prochain? Puisque vous êtes capable d'accepter qu'on fasse ça à des enfants, même s'ils vivent à Gaza, même si c'est des personnes racisées, ce sera qui le prochain? Ils ont ouvert la boîte de Pandore en faisant sauter absolument toute la croyance que les peuples pouvaient avoir en droit international, qui était certes perfectible, hein, évidemment. On ne va pas se contenter de ce qui a été signé pour l'ONU et de la façon dont ça fonctionnait. Évidemment, le droit international a toujours été à double vitesse, n'a jamais été parfait, mais là, ils l'ont carrément tué. Le plan de paix de Trump et l'obligation pour M. Gutiérrez, président de l'ONU, de donner son accord. Je dis l'obligation parce que je pense que ça a dû lui arracher le cœur, mais il n'avait pas le choix, parce que 600 000 personnes sont en train de mourir de faim à Gaza. Mais ce plan-là, on ne l'a pas assez dit, c'est la mise à mort totale du droit international, puisque ce plan est de la colonisation devenue légale. C'est une mise sous tutelle sans que l'ONU, donc que la communauté internationale, n'ait aucun mot à dire, par deux États, Israël et les États-Unis. Bon, et monsieur Tony Blair pour faire la déco, là, le pire comeback de l'histoire. Mais ça, en termes de principe, c'est la mort du droit international et c'est la mort de la Convention des Nations Unies. Et vous savez, moi, quand j'ai vu le plan, je me suis dit, il est fait exprès pour qu'il soit rejeté. Il est fait exprès pour que ce qui reste du Hamas dise non. Je me dis, c'était impossible dans ma tête d'imaginer que le Hamas signe un plan qui déprive légalement le... Hein? Ah non. qui déprive légalement l'ensemble du peuple palestinien de tout pouvoir de citoyens, qui en fait une population mise sous tutelle qui va être déportée à terme. Et c'était pour moi impossible qu'ils le signent. Ils l'ont signé sans doute aussi pour exactement les mêmes raisons que M. Gutiérrez, même si ce n'est pas exactement les mêmes personnes. Et je pense très sincèrement que M. Netanyahou n'a jamais eu l'intention de respecter ce plan, et je pense que ce plan de paix était un piège depuis le début, et que c'est bien pour cette raison qu'il n'a même pas attendu 10 jours avant de reprendre les bombardements, parce qu'aujourd'hui, c'est même plus un plan de paix failli. Il n'y a plus de plan de paix, il n'y a plus de cessez-le-feu, il y a 100 bombardements qui ont été réalisés sur la bande de Gaza avant-hier en pleine nuit, et toute l'aide humanitaire est de nouveau bloquée. Donc on est rendu au même point auquel on en était juste avant que l'accord soit signé. Et ce qui est en train de se passer dans les médias, en France, dans les chaînes télé, je veux dire, parce que je ne vais pas mettre tous les médias dans le même sac, c'est que plus personne n'en parle. Plus personne n'en parle. Alors là, vous avez découvert leur passe-temps favori quand ils osent parler de Gaza, quand ils évoquent le sujet, c'est de dire le Hamas qui commet des exécutions sommaires, etc. Donc là par contre, la vie des civils palestiniens, d'un coup, ça devient très important. Et ils oublient évidemment, parce qu'ils n'en ont jamais parlé, de dire qu'il y a une milice affiliée à Daesh qui est financée par Israël et qui a commis notamment une grande partie de ces exactions, notamment sur les journalistes. Juste après, le lendemain du cessez-le-feu, ils ont trouvé le moyen d'aller régler les comptes et d'aller tuer un par un des journalistes qui n'avaient pas encore réussi à tuer, comme Anas al-Sharif, qui était le patron de notre voilier, c'était son nom qui était sur les voiles de notre bateau. Mais personne ne parle du fait qu'il n'y a plus de cessez-le-feu. Et comme tu l'as dit, à l'Union européenne aujourd'hui, ils disent il n'y a pas besoin de sanctions puisqu'il y a un plan de paix. Donc on est reparti en arrière et on voit que c'est fait exprès parce qu'ils ont peur de la mobilisation des peuples. Ils ont peur de la mobilisation des peuples parce que ça peut paraître insuffisant, mais ce qui s'est passé
passé en Italie, comme tu l'as dit, c'était historique. Il faut que vous compreniez aussi que pour l'Italie, en plus, c'était particulièrement historique, puisque la gauche en Italie s'est effondrée depuis très longtemps. Il n'y a pas eu une manifestation de cette ampleur en Italie depuis 10 ans, quelle que soit la cause, quel que soit le sujet. Les policiers étaient choqués. Ils disaient c'est un fleuve qui déborde, un fleuve en crue qui déborde. C'est comme ça qu'ils parlaient de ce qui se passait dans les rues pour la Palestine. À Amsterdam aussi, c'était absolument impressionnant. Et ne croyez pas que ça n'inquiète pas nos dirigeants. Et ce qu'on est en train de montrer, et ce que la flottille a montré aussi, c'est que des citoyens avaient plus de couilles, passez-moi l'expression, mais on va parler clairement, que des États. Que des citoyens étaient prêts à risquer leur vie pour transporter des caisses de médicaments et pour briser un blocus illégal, tandis que les États n'osaient même pas faire ce qui est dans leur droit le plus strict. Le droit international permet de faire des corridors humanitaires. Et donc on leur a collé la honte en fait. Et ils ont beau s'accrocher à leur pouvoir fragilisé et qui est en décadence totale, ils ont oublié quelque chose, c'est que les institutions ne sont respectées que quand elles sont respectables. Les institutions ne servent le peuple que quand elles incarnent et défendent les valeurs de la démocratie et les valeurs du peuple. Ils sont, par leur inaction, en train de perdre totalement le contrôle. Et ça, je pense qu'il faut vraiment se le dire. Il ne s'est pas rien passé au mois de septembre avec ces flottilles. Il s'est passé beaucoup de choses. Malheureusement, évidemment pas assez pour les Gazaouis. Mais même les Gazaouis nous l'ont dit, en fait. Pour eux, c'était important. Et c'était tellement touchant, en fait, de voir que... Moi, je recevais des messages de Gazaouis qui me disaient « Comment toi, tu vas ? Est-ce que ça va ? Est-ce qu'ils t'ont maltraité ? Protège-toi, le plus important, c'est ta sécurité. » Comme si eux-mêmes n'étaient pas en train de vivre sous les bombes et qu'ils n'avaient rien à manger. Et donc, au nom de cette solidarité-là qu'on partage, au nom de ce peuple qu'on est en train de créer tous ensemble, je vous demande de continuer, et c'est important, à soutenir dans la mesure de vos moyens l'envoi d'argent, notamment à des familles, si vous arrivez à les connaître, à Gaza, notamment le soutien à une ONG qui s'appelle World Kitchen, qui continue à faire des repas de grande ampleur à Gaza. Les gens ont toujours autant besoin de se nourrir, parce que l'aide humanitaire n'entre pas. Et quand ils vous demandent de l'argent, en fait, il faut comprendre, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais le marché noir, c'est une horreur, c'est une abomination. C'est-à-dire, pour acheter des tomates, un kilo de tomates, c'est plus de 25 €. Une tente, c'est 2000 €. Bon, un paquet de cigarettes, pour ceux qui fument encore, c'est 200 €. Moi, ça m'a traumatisé. Et sachez que ce marché noir, et ça, je pense qu'il faut le dire, ce marché noir, comment il existe ? C'est les Israéliens et les Égyptiens, enfin le gouvernement. Et donc on est dans un monde où il y a des gens qui massacrent et génocident un peuple et se font en plus de l'argent sur la famine qu'ils créent. Et donc ça, évidemment, ça ne nous donne pas envie de donner quand on sait ça, mais ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils survivent. Il faut qu'ils survivent parce que c'est notre humanité à tous. Donc ce qu'on a fait avec les flottilles, imaginez ce qu'on aurait pu faire si on avait eu le gouvernement. Je sais que ça peut paraître... Là, je reviens dans un truc politique, mais là, c'est du concret. Moi, si j'avais été au gouvernement à ce moment-là, c'est pas des voiliers que j'aurais envoyés, c'est le Charles de Gaulle. J'aurais envoyé des bateaux qui pouvaient transporter des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de nourriture, de médicaments, et on aurait forcé le blocus. C'est ça les moyens d'un État. Et c'est pour ça qu'il faut se mobiliser à toutes les échelles, et vous l'avez dit, manifester, soutenir les flottilles, donner de l'argent, mais aussi voter. Mais aussi voter, parce que les moyens d'un État, ça compte pour prévenir le génocide. Nous devons mettre en place des sanctions économiques. Nous devons mettre en place des sanctions économiques ils n'ont même pas essayé, tu l'as dit, l'accord d'association n'a même pas été suspendu. Il faut comprendre que cet accord d'association entre l'Union européenne et Israël, c'est même pas, en fait, c'est des privilèges économiques supplémentaires pour Israël, c'est des droits de douane réduits. C'est-à-dire que c'est même pas ce qu'on appelle des sanctions, où on vous fait augmenter les prix, où on vous exporte plus des produits. Là, c'est carrément, vous avez encore des droits de douane préférentiels. Vous imaginez, ils ont encore des avantages par rapport à d'autres pays. Mais il faut aller beaucoup plus loin que ça, parce que quelque chose qui m'a frappé quand j'ai été arrêtée, c'est que, sans déconner, en Israël, il y a une telle propagande
une telle propagande, omerta, et une telle déconnexion que j'ai parfois eu l'impression qu'on avait plus, nous, vu d'images de Gaza et des Gazaouis que même eux, et qui vivent dans un monde complètement déconnecté. C'est comme si les Gazaouis n'existaient pas. Et cette société, c'est une société très occidentalisée, très consumériste. Je ne vais pas leur jeter la pierre, nous aussi. Enfin, ça c'est. Et c'est par là qu'on peut gagner très rapidement. Imaginez si, par exemple, la Chine et des pays avaient dit « j'arrête d'exporter et de vendre mes produits », par exemple les iPhones, en Israël, certains vêtements, comme d'ailleurs l'ont très justement fait, et je les remercie pour ça, le groupe Massive Attack ou Dua Lipa, qui ont décidé d'interdire la diffusion de leur musique en Israël. Mais en fait, c'est comme ça qu'on atteint une société au cœur, parce que leur mode de vie est comme ça. Et je suis sûre, je peux vous garantir, qu'ils auraient trouvé un vrai accord de paix en 6 mois. On a des moyens considérables qu'on n'utilise pas. Sans parler d'aller balancer un missile atomique sur la gueule de Tel Aviv et d'une escalade militaire avec les États-Unis au milieu. On n'a même pas essayé le début de ce qu'on pouvait faire qui fonctionnerait. Et là, j'ai le plaisir aussi de vous annoncer que j'ai été contactée par un collectif de musiciens classiques qui jouent pour les plus grands orchestres de France et du monde, qui veulent maintenant militer pour que les grandes salles françaises arrêtent d'inviter les orchestres symphoniques israéliens. Et donc la prochaine bataille pour nous culturelle, c'est qu'il y a un orchestre qui vient le 6 novembre à la Philharmonie de Paris. Et là, j'étais vraiment contactée par des chefs d'orchestre, des gens que je n'avais jamais vus militer pour quoi que ce soit, qui m'ont dit « on a besoin de vous, aidez-nous, on va les faire plier ». Et c'est pas qu'on en veut à ces musiciens-là, c'est que la bataille, elle est une bataille culturelle. Nous devons arrêter de les traiter comme des semi-bourreaux parce qu'ils nous ressemblent. Parce que c'est exactement ce qu'ils essayent de nous faire passer. Là, imaginez ce que Barrault a fait. Pour l'Ukraine, ça a été l'inverse. Les portes se sont ouvertes en grand. Les Ukrainiens avaient le droit d'être accueillis et c'est tout à fait normal. Mais non seulement on leur a ouvert les portes, on est allé les chercher à la frontière, on leur a donné de l'argent. Et pour les Gazaouis, parce qu'ils sont Gazaouis, parce qu'ils sont palestiniens, mais aussi parce qu'ils sont racisés, on leur ferme totalement toute chance de sortie. Et donc il faut arrêter avec ça. Et le double standard, il vaut pour les victimes qui n'ont pas la même valeur, mais aussi pour les bourreaux qui sont plus ou moins coupables, en fonction de la tête qu'ils ont. Et c'est pour ça qu'il faut mener une campagne de boycott culturel et de boycott économique, jusqu'à ce que ce massacre s'arrête. Je voudrais... Alors, je voudrais, c'est vrai que je pense que ce qui se passe est à la fois absolument atroce. Je vais vous le dire, moi, quand j'ai vu dimanche soir que le cessez-le-feu avait été brisé, c'est pas que je m'y attendais pas, hein, franchement. Mais honnêtement, la joie des Palestiniens, ce soulagement de pouvoir les voir rire, etc., d'avoir au moins quelques camions, 300 camions, même si c'était même pas les 600 promis par jour, qui rentraient, inconsciemment, ça m'avait fait du bien. Et inconsciemment, il y avait eu un petit reset dans ma tête, parce qu'on s'est tellement habitué à l'horreur. Et là, quand j'ai vu ça, c'est comme si c'était la première fois. J'ai pas dormi de la nuit, très honnêtement. Enfin, j'ai fait des cauchemars toute la nuit, j'étais dans un état... Mais je sais que ça, c'est le quotidien de tellement de gens en France. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent nous faire accepter l'inacceptable. Mais à trop jouer avec la tête des gens et ce qu'ils ont dans leur cœur, ils provoquent l'inverse. Je pense très sincèrement que ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, c'est l'équivalent de la guerre du Vietnam de l'époque. Je pense que dans le monde entier, il y a des générations de jeunes qui ne pardonneront pas et qui ont ouvert les yeux sur la racine profonde du système qui nous dirige toutes et tous. Et je pense que ça va changer beaucoup de choses et que ça va changer notre société, parce que Gaza et la Palestine est devenu le miroir, en fait, de notre humanité et du système mondial, et de dans quel futur on veut vivre, et dans quel futur on va léguer à nos enfants. En tuant à ce point-là les valeurs, et en ne faisant plus semblant que c'est pas bien de tuer un enfant, et que ce soit filmé, ils font s'effondrer, en fait, le cadre que tout le monde est un peu censé respecter. Et je ferme ce discours en lisant un poème de Mahmoud Darwish, qui est un poète que j'ai découvert quand j'étais adolescente,
et que je relis maintenant évidemment. C'est une phrase un peu dure, mais du coup je ne vais pas finir précisément là-dessus. Et donc Mahmoud Darwish disait « Celui qui m'a changé en exilé m'a changé en bombe. Palestine est devenue 1000 corps mouvants, sillonnant les rues du monde, chantant le chant de la mort, car le nouveau Christ, descendu de sa croix, porta bâton et sortit de Palestine. » Et comme je reprendrai un autre proverbe, qui est un proverbe kurde qui dit que les morts ne meurent jamais, je vais me permettre de m'adresser à Mahmoud Darwish, c'est un peu présomptueux de ma part. Mais je pense que c'est vrai qu'il faut sans doute voir la mort, comprendre la mort pour comprendre la vie. Mais moi, je dirais que les Palestiniens aujourd'hui, partout dans le monde, ils chantent le chant de la vie et de ce qui est vraiment essentiel à la vie. Ils vivent en nous, In Rajab, Rim, les dizaines de milliers d'enfants qui ont été tués. Ils ne sont pas morts parce qu'ils vivent en nous. Et en voulant, comme tu l'as dit, détruire un peuple, le déraciner, l'effacer, ils l'ont disséminé en fait dans l'humanité tout entière, ils l'ont enraciné dans l'humanité tout entière. Ils voulaient le faire disparaître, mais ils vivent partout maintenant dans le monde et c'est bien pour ça que Palestine vivra et Palestine vaincra. Je vous remercie. Tahria, Tahria, Palestine. Tahria, Tahria, Palestine. Tahria, Tahria, Palestine. Tahria, Tahria, Palestine. Merci infiniment à tous les trois. Merci à nos deux députés qui sont venus jusqu'à Besançon. Vous êtes les bienvenus à Besançon pour la prochaine fois. On est fiers de votre travail. Continuez à nous rendre fiers. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. On est aussi honoré d'accueillir des familles palestiniennes ici dans cette salle et ici à Besançon, en Franche-Comté et en France. N'hésitez pas à aller sur les stands de la FPS et de Palestine Amitié. N'hésitez pas à nous rejoindre en un stand, à donner dans la cagnotte, c'est pour cette soirée et pour les assos également. N'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée.